L'univers est constitué de 3 composants. La matière ordinaire, celle qu'on voit et qu'on peut toucher. On la nomme aussi la matière baryonique. Ensuite, il y a la matière noire, une matière invisible mais qui est pourtant bien présente. Puis, l'univers serait constitué à près de 70% d'énergie noire. Expliquer ce qu'est l'énergie sombre est quelque chose que tout le monde aimerait savoir. Une forme d'énergie très mystérieuse, invisible, mais dont on observe les effets fascinants. Mais qu'est-ce donc cette fameuse énergie? Comment s'est-elle créée? Plongeons au cœur du plus grand mystère de notre univers, l'énergie noire. Il se pourrait même que cette énergie nous conduise à la mort de l'univers. Mais cette hypothèse est-elle plausible? Comment l'énergie noire peut-elle autant influer sur les galaxies et l'univers de manière générale? Pour répondre à ces questions, je me suis rendu au Chili, là où se trouvent les meilleurs télescopes au monde. Je suis allé à l'observatoire de Cerro Tololo, où se trouve le télescope Blanco, un télescope géant de 4 mètres de diamètre. Ce télescope a contribué à l'étude de l'énergie noire entre 2012 et 2019, mais qu'a-t-il découvert concrètement et quelle était sa véritable mission? On parlera aussi dans ce documentaire d'un autre projet de télescope pour l'étude de l'énergie noire, qui va bientôt voir le jour, le télescope Vera Rubin. Il n'y a pas d'autre télescope similaire. C'est le télescope qui va le plus vite au monde. Donc ce qu'il va faire, c'est une machine qui n'arrête pas de bouger. Mais avant ça, reprenons depuis le début. Qu'est-ce que l'énergie noire? Imaginez un univers en perpétuelle expansion. Chaque seconde, des galaxies s'éloignent de nous, tout le temps. Chaque seconde, notre univers s'étend. Et cette expansion-là est accélérée. Ça veut dire que plus on s'éloigne de la Terre, et plus cette expansion est rapide. À seulement 3,26 millions d'années-lumière d'ici, au-delà de la galaxie d'Andromède, notre univers vient de s'étendre de 70 km. Et là encore, il s'est étendu de 70 km. Encore ici, et encore là, et encore là. Et ça, chaque seconde. Et je vois ces secondes défiler sur cette incroyable montre Lunar 1,622 qui vient de chez Colin MacArthur. Elle a des caractéristiques incroyables comme le fait qu'elle a de la poussière de météorites lunaires à l'intérieur de la montre. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que cette expansion finirait par ralentir, freinée par la force de gravité. Mais à la fin du XXe siècle, une découverte choquante a bouleversé cette certitude. Non seulement l'univers continue de s'étendre, mais il le fait de plus en plus vite. Ça veut dire que plus on va loin dans l'univers, et plus celui-ci s'étend rapidement. Cette accélération de l'expansion cosmique ne peut pas être expliquée par la matière qu'on connaît, la matière baryonique, ni la gravité. Puisque nous le savons, la gravité est une interaction qui attire la matière. Elle ne permet pas de la repousser. Autrement dit, l'effet qui provoque cette expansion doit avoir l'effet inverse de la gravité. Elle doit être répulsive. Il semblerait alors qu'une force mystérieuse et invisible soit la coupable. Une force qu'on a décidé de nommer l'énergie noire. Alors l'énergie noire, actuellement, c'est une sorte de théorie, si tu veux, basée sur des observations qui ont été faites, basées sur des données observations des supernovas, que l'univers, en fait, est à une accélération. Si tu veux, c'est un peu une forme de gravité, mais ça pousse. Donc c'est une énergie qui permet d'accélérer l'univers et qui, en fait, génère l'expansion. Expliquer ce qu'est l'énergie sombre est quelque chose que tout le monde aimerait savoir. Ce que nous pouvons faire, c'est observer les effets de l'énergie sombre. En effet, si vous résumez ce que nous comprenons maintenant comme la densité de l'énergie totale de l'univers, l'énergie sombre est un facteur important. C'est la même chose que la gravité dans le sens de la théorie de relativité, mais en même temps dans les équations, tu as un terme qui est une gravité qui pousse, une énergie noire, et qui serait la chose qui crée cette accélération. Peut-être que c'est autre chose. C'est donc elle qui contrôle l'expansion de l'univers. Mais ça reste un grand mystère parce que nous ne savons toujours pas exactement ce que c'est. Pourtant, on sait quand même que cette énergie invisible compose près de 70% de l'univers que nous connaissons. Mais alors, si cette énergie noire est invisible, comment avons-nous pu comprendre son existence? Dans un premier temps, essayons de comprendre comment on s'est dit qu'il y avait une énergie invisible. Imaginez que vous regardiez le ciel la nuit, par un temps clair et sans lune. Vous verrez alors les planètes les plus lumineuses, comme Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne. Ensuite, vous remarquerez un grand nombre d'étoiles. On a bien l'impression que ces étoiles sont fixes. Mais en réalité, certaines d'entre elles changent légèrement de position au fil du temps à mesure que la Terre tourne autour du Soleil. C'est parce que ces étoiles sont relativement proches de nous. Plus une étoile est proche, et plus elle semble bouger quand on l'observe à différentes périodes de l'année.
L'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure. Elle se trouve à 4 années-lumière de nous. La plupart des étoiles visibles à l'œil nu sont encore plus éloignées que ça. On ne parle plus de quelques années-lumière, mais de plusieurs centaines d'années-lumière, voire milliers. Ces étoiles que nous voyons la nuit sont concentrées dans une région particulière du ciel que nous appelons la Voie lactée, qui est en fait notre galaxie. En 2024, l'astronome Edwin Hubble a démontré que notre galaxie n'était pas unique et qu'il n'y avait pas que notre système solaire et notre galaxie. Il a découvert qu'il existait d'autres galaxies avec de grands espaces vides entre elles. Il voyait des taches diffuses dans le ciel qui étaient très lointaines. Ces taches regroupant probablement plusieurs milliards d'étoiles. Hubble a prouvé l'existence des galaxies en mesurant leur distance. Mais alors, comment a-t-il fait? Pour déterminer leur distance, Hubble a utilisé une méthode basée sur la luminosité des étoiles, en se concentrant sur des étoiles particulières appelées céphéides. Ces étoiles varient de manière régulière en luminosité, c'est-à-dire qu'on connaît leur brillance et on sait que leur luminosité est constante, et comprend des sortes de pulsations régulières. Alors, peu importe la distance d'une céphéide, si elle nous apparaît moins lumineuse qu'une autre, c'est qu'elle est plus lointaine. À ce moment-là, Hubble a supposé que ces céphéides dans les autres galaxies avaient la même luminosité que celle de notre propre galaxie, ce qui lui a permis de mesurer des distances avec précision. Cette méthode lui a permis de calculer la distance de 9 galaxies différentes. Grâce à cette découverte, nous savons aujourd'hui que notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards de galaxies dans l'univers, avec chacune de ces galaxies ayant des centaines de milliards d'étoiles. Les étoiles sont si loin que c'est difficile de voir leur taille et leur forme, mais on peut quand même les distinguer. Pour ça, on analyse la lumière qu'elles émettent. Et oui, car Isaac Newton a découvert que la lumière, lorsqu'elle traverse un prisme de verre, se décompose en plusieurs couleurs. Ça forme ce que l'on appelle un spectre. Pour être plus clair, c'est le même phénomène que lorsqu'on voit un arc-en-ciel. En fait, un arc-en-ciel se forme quand la lumière du soleil passe au travers de gouttes de pluie. Les gouttes agissent comme des prismes. Ça se produit parce que la lumière change de direction en traversant l'eau et ça sépare les couleurs, du rouge au violet. Quand on observe les étoiles, on fait exactement la même chose pour avoir un spectre. Sauf qu'un spectre est propre à une étoile. Autrement dit, toutes les étoiles ont leur propre spectre. Ainsi, quand les astronomes ont observé certaines étoiles, ils ont pu voir qu'il manquait quelquefois des couleurs. En fait, quand il y a un élément chimique particulier dans l'étoile, alors cet élément absorbe une partie de la couleur du spectre. Chaque élément absorbe la lumière à un endroit précis du spectre. Par exemple, si l'étoile contient du fer, il y aura une absence de lumière à une certaine place dans le spectre, correspondant à la place du fer. C'est là que nous voyons que chaque élément laisse une empreinte dans la lumière. Et donc grâce à ça, on peut savoir de quoi sont composées les étoiles, même si elles sont très lointaines. C'est alors qu'on a décidé d'utiliser cette méthode d'analyse, mais sur les galaxies que nous venions de découvrir. Dans les années 1920, les astronomes ont observé les spectres lumineux des étoiles dans d'autres galaxies. Et ils ont remarqué quelque chose de surprenant. Ces spectres étaient semblables à ceux de notre galaxie, donc jusque-là, rien de surprenant. Parce qu'on sait qu'elles sont composées d'éléments comme notre galaxie. Mais tous les éléments qui absorbent une partie du spectre n'étaient pas à la même place dans le spectre que pour notre galaxie. Ils étaient tous légèrement décalés vers la longueur d'onde de la couleur rouge. C'est à partir de cette découverte que l'histoire sur l'énergie noire commence vraiment. Ce décalage vers le rouge que nous observons est causé par un phénomène appelé l'effet Doppler. La lumière est une onde, et le nombre d'ondes qui nous parviennent chaque seconde, on peut aussi parler de fréquence, détermine la couleur que nous voyons. Les fréquences basses qui reçoivent peu d'ondes par seconde correspondent à des couleurs rouges, alors que les fréquences plus élevées correspondent à des couleurs bleues. Plus on reçoit d'ondes chaque seconde, plus on aura une couleur bleue. Si une source de lumière se rapproche de nous, le temps entre deux ondes diminue. Dans ce cas, la fréquence des ondes qu'on va recevoir va augmenter. Ce qui fait que nous percevons la lumière comme étant plus bleue. A l'inverse, si la source de lumière s'éloigne de nous, les ondes s'étirent. On a donc la fréquence qui se réduit et la lumière qui apparaît plus rougeâtre. C'est exactement pareil avec le son. Dans notre quotidien, il nous arrive souvent qu'il y ait des ambulances qui passent à côté de nous. Quand une ambulance se rapproche, le son de sa sirène est plus aigu. Alors que quand elle s'éloigne, le son devient plus grave. Maintenant, on imagine que le son aigu c'est la couleur bleue et que le son grave c'est la couleur rouge. Le principe est le même. Grâce à cette observation de décalage des éléments vers le rouge dans le spectre, on a pu comprendre que les galaxies ne se déplacent pas au hasard. La lumière de presque chacune d'elles est décalée vers le rouge. Autrement dit, presque toutes semblent s'éloigner de nous.
Par exemple, prenons la galaxie Messier 87 qui se trouve à 53 millions d'années-lumière d'ici. Eh bien cette galaxie s'éloigne de nous à la vitesse de 4 680 000 km/h. Donc là je regarde ma montre et toutes les secondes, elle s'éloigne de nous de 1300 km. Mais sauf qu'il arrivera un moment où elle s'éloignera trop vite de nous pour que sa lumière puisse nous parvenir. Par contre, si on se rendait en allant à la vitesse de la lumière, ce qui serait totalement impossible, eh bien le temps de notre voyage serait instantané. Donc en regardant ma montre lunaire 1,622, eh bien l'aiguille n'aura même pas bougé, que je serais déjà arrivé. Mais pour les personnes restées sur Terre, le temps qu'on arrive là-bas, il se sera écoulé plus de 53 millions d'années. Donc vous voyez comme quoi ça sert d'avoir une montre pour vous représenter ces choses banales de la relativité du temps. Chaque tic-tac représente le battement de cœur de notre univers. Il résonne au travers de la dimension du temps, dans tout l'univers. Les premières observations qui indiquaient vraiment qu'il y avait quelque chose, c'était l'observation des supernovas. Il y avait 2 projets menés par 2 groupes scientifiques différents. Et les observations montraient que la supernova la plus lointaine n'était pas en train de suivre une ligne linéaire et brillante à distance. Il devait y avoir quelque chose d'autre qui conduisait la relation entre les deux. Les observations des supernovas, le fait de les détecter puis suivre leur courbe de lumière, étaient principalement portées par le télescope Blanco. L'univers est en expansion, mais il s'expand de manière accélérée. Et cette découverte majeure faite en 1998 pose un problème important. Quelle explication pouvons-nous trouver pour justifier que l'univers puisse s'étendre de plus en plus rapidement? L'expansion de l'univers, bien sûr, est connue depuis le temps de Hubble, il y a une centaine d'années. Mais on sait maintenant que c'est l'énergie sombre qui accélère cette expansion de l'univers. Par quelle force, par quels moyens est-ce possible? Et même, la gravité, cette interaction qui attire tous les objets entre eux, pourrait-elle finir par stopper cette expansion? Et si oui, comment? Tellement de questions se posent pour trop peu de réponses. C'est alors que pour la première fois va apparaître le nom d'énergie noire, ou de force répulsive ayant une pression négative. Quelque chose, une matière, une énergie, une force mystérieuse qui repousserait l'univers et l'agrandirait chaque seconde. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons commencer à parler d'énergie noire. Les effets de l'énergie sombre ont commencé à devenir plus importants dans le comportement de l'univers, à peu près à la moitié de la vie de l'univers. C'est là que ça devient de plus en plus apparent. C'est à partir de là que de nombreuses questions voient le jour. Et si la gravité prenait le dessus, que pourrait-il se passer? Et dans ce cas-là, on pense que l'univers pourrait un jour commencer à se contracter. Mais les observations récentes montrent que l'expansion de l'univers ne ralentit pas. Donc, la gravité ne parvient pas à stopper cette expansion. L'énergie noire est donc bien plus importante, bien plus forte que la gravité, jusqu'à un certain point. Parce que les galaxies proches de nous, comme Andromède, ne semblent pas s'éloigner de nous. Au contraire, cette galaxie a même plutôt tendance à se rapprocher de nous en chaque instant. La galaxie d'Andromède, c'est un peu la galaxie d'exception puisque contrairement à toutes les galaxies lointaines, celle-ci se rapproche de nous. Et elle va même entrer en collision avec notre galaxie d'ici 4,5 milliards d'années. Et si je regarde ma montre lunaire 1,622, eh bien je vois que j'attends une seconde et je vois qu'elle s'est rapprochée de nous de 130 km. Et là encore, 130 km. La montre est extrêmement précise, mais je voudrais que vous voyez ça encore un peu. Autour du cadran, on voit la fameuse phrase de Neil Armstrong qu'il a dit en posant le pied sur la Lune en 1969. Il y a même une technologie NFC intégrée dans les modèles de la montre lunaire 1,622, mais ça, vous le verrez sur leur site et allez-y vraiment puisque vous ne serez pas déçus. Ça permet de garantir la traçabilité et l'unicité de chaque montre. Si cette accélération continue, l'univers pourrait s'étendre indéfiniment, et les galaxies deviendraient de plus en plus isolées. Mais alors, quel est le destin de l'univers? Si tu te projettes dans le futur, en continuant à penser qu'il y a une expansion du même type que ce qu'on pense, il est clair que la matière elle-même, tout ce qui est visible, qu'on voit nous, en tant qu'être humain, s'éloigne les uns des autres. Si l'expansion se poursuit, l'univers deviendra un endroit de plus en plus froid et vide. Au final, quand on parle d'expansion accélérée, on parle en partie du fait que les galaxies s'éloignent de nous à des vitesses de plus en plus grandes. Et comme dit précédemment, c'est dû à l'énergie noire. Elle agit comme une sorte de répulsif, dépassant même l'attraction gravitationnelle qui unit la matière. Si nous partons du principe que la densité de l'énergie noire augmente au fil du temps, alors on peut considérer un scénario précis pouvant conclure à la mort entre guillemets de l'univers. L'expansion de l'univers agit comme si elle allait continuer pour toujours. Et donc, bien plus tard, à l'avenir, l'univers sera... Enfin,
Disons que vous ne verrez rien dans l'univers parce que tout sera au-delà de votre horizon d'événements. D'abord, alors que les galaxies continuent de s'éloigner, elles deviendront de plus en plus isolées. Les grandes distances entre elles limiteront les interactions gravitationnelles. À cause de ça, elles auront très peu de chances de fusionner. Sauf que la fusion des galaxies est une des manières de former de nouvelles étoiles. Donc cette augmentation de l'énergie noire va aussi contribuer à l'extinction progressive des étoiles. À mesure que ces dernières épuisent leur carburant nucléaire, elles s'éteindront, sans être remplacées par de nouvelles générations d'étoiles. L'univers perdra donc de plus en plus d'étoiles au fil du temps, et sa température globale diminuera. À long terme, ça pourrait conduire à un état où l'univers tendrait vers le zéro absolu, soit moins de 173,15 degrés Celsius. Et il y a un moment donné où toutes les étoiles, etc., toute l'énergie des gaz, tout ça va disparaître. Donc il y a un moment donné, si l'expansion de l'univers continue, où le ciel sera noir. À un moment donné, il n'y a plus rien. Plus rien en termes de visible. D'accord ? Les choses sont beaucoup trop loin les uns des autres. Et s'il n'y a plus d'énergie, ce sera un univers à, je sais plus, on sera à 3K ou encore plus froid. Ce scénario est connu sous le nom de Big Freeze. Ça correspond à un univers froid et stérile, dépourvu de toute activité thermodynamique. Si jamais ce Big Freeze arrive, l'univers serait tellement dilaté et refroidi qu'il n'y aurait plus aucune forme de vie, ni d'activité cosmique. Les galaxies flotteraient dans un vide immense. Les interactions entre particules seraient si rares qu'il n'y aurait plus aucune réaction chimique. Ce serait un univers mort. Dans le cas extrême, des théories prédisent qu'à ces températures extrêmes, les atomes pourraient commencer à se dissocier. Les électrons ne seraient plus suffisamment liés au noyau, ce qui signifierait que la matière telle qu'on la connaît pourrait se décomposer en protons, neutrons et électrons. Pour revenir un petit peu au côté historique, Albert Einstein croyait en un univers statique. Quand il a formulé la théorie de la relativité générale en 1915, il était si sûr que l'univers était statique qu'il a modifié sa théorie pour que ce soit possible. Il a alors introduit une constante cosmologique dans ses équations. Une fois la découverte de l'univers en expansion, il a dit que cette constante était la plus grande erreur de sa vie. Aujourd'hui, la constante cosmologique est revisitée comme une forme d'énergie noire. Elle permet donc de mettre dans l'équation l'influence de l'énergie noire. Ça ajoute donc une force répulsive qui contrebalance la force d'attraction de la gravitation entre les amas de galaxies, poussant les galaxies à s'éloigner les unes des autres. C'est pour cette raison que l'énergie noire est considérée comme une hypothèse recevable, parce qu'on peut l'introduire dans les théories la plus prouvée jusqu'à aujourd'hui, la relativité générale. On explique l'énergie noire ainsi, mais on a aussi d'autres explications théoriques. Il existe une théorie qui décrit l'énergie noire comme un champ scalaire. L'idée de dire que l'énergie noire est liée à un champ invisible qui remplit tout l'univers. Si ce champ a une densité d'énergie constante, alors peu importe où l'on se trouve dans l'univers, il exerce la même pression partout. L'énergie noire serait donc un champ invisible qui peut interagir avec la matière, et il pourrait varier dans le temps et l'espace. Par exemple, une augmentation de la densité de ce champ pourrait provoquer une accélération encore plus forte de l'expansion. Cette hypothèse est viable, mais rien ne la prouve aujourd'hui. Une autre manière d'expliquer l'énergie noire se trouve dans le monde quantique. En physique quantique, même l'espace vide n'est pas vraiment vide. Il contient des petites fluctuations d'énergie. On pense que cette énergie du vide pourrait agir comme une sorte de force repoussant tout, et qui accélère l'expansion de l'univers. Mais il y a un problème. Quand les scientifiques calculent cette énergie du vide, ils trouvent un résultat qui est beaucoup trop grand comparé à ce que l'on observe réellement dans l'univers. Si cette énergie était vraiment aussi énorme que le prédit la théorie, elle devrait complètement courber et refermer l'univers, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est encore un mystère non élucidé pour le moment. Pourquoi y a-t-il un écart entre la théorie et ce qu'on observe ? L'énergie noire pourrait-elle être liée à cette énergie du vide, mais d'une façon qu'on ne comprend pas encore ? Pour comprendre l'énergie noire, il faut observer notre univers et faire des théories. Pour cela, on a plusieurs méthodes d'observation, plusieurs cibles. On utilise par exemple les supernovas. Il y en a plusieurs types. Il y a différents types de supernovas. Très simplement, il y a deux types d'étoiles qui peuvent exploser en supernova. Un type, par exemple, ce sont les étoiles très massives qui explosent dans supernova. Il y a aussi les binaires d'étoiles blanches qui peuvent exploser. Pourquoi les supernovas sont intéressantes ? Comme c'est des bougies, on va dire, ça nous permet de savoir où est-ce que c'est dans le temps, si tu veux. Et comme on a cette information,
C'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a une certaine accélération ou non. Ce n'est pas une étude directe de l'énergie noire, mais c'est une étude de l'effet de l'énergie noire sur la cosmologie de l'univers. Ces supernovas ont la particularité d'avoir une luminosité maximale presque constante. Et comme la quantité de lumière reçue diminue avec le carré de sa distance, l'intensité du flux lumineux provenant de ces supernovas permet de mesurer leur distance. Ainsi, en étudiant leur spectre, on peut prouver que ces objets s'éloignent de nous, et ce de manière très précise. La raison pour laquelle nous voulons utiliser les supernovas est qu'elles semblent être comme des bougies. Quand elles explosent, elles ont toujours la même brillance. Ce n'est pas vraiment vrai, mais les observations peuvent être corrigées de différentes manières. Pour une très bonne approximation, on les considère comme des bougies qui ont la même brillance. Si vous voyez une bougie très peu lumineuse, c'est parce qu'elle doit être plus lointaine. On peut donc utiliser cette propriété. Une autre méthode qu'on utilise pour étudier notre univers et comprendre l'énergie noire, c'est l'étude du fond diffus cosmologique. En 2009, l'Agence spatiale européenne a lancé le satellite Planck, avec une mission fascinante. Son but était de cartographier ce fond diffus cosmologique. C'est une sorte de photo de l'univers très très jeune. Une photo d'un endroit qui a environ 380 000 ans après le Big Bang. Et à ce moment-là, l'univers était encore en formation. Le satellite Planck a réussi à mesurer les fluctuations de température dans ce rayonnement avec une très grande précision. Mais en quoi voir les différences de température nous aiderait à comprendre les débuts de l'univers? Et on pourrait se demander quel est le rapport avec l'énergie noire. Dans un premier temps, ça nous permet de savoir comment était structuré l'univers à ses débuts. Car grâce à la température, là où elle est plus élevée, c'est là où il y a le plus de matière, et donc où la densité est plus élevée. Savoir où la densité est faible ou forte nous permet de connaître la composition de l'univers. Et oui, parce que là où c'est plus dense, il y a plus de matière, et ce sont à ces endroits que les étoiles, les planètes et les galaxies se sont formées. Ces zones correspondent aux endroits où il y a beaucoup de matière. En analysant les fluctuations, on peut évaluer la proportion d'énergie noire par rapport à la matière. Bref, pour résumer, le télescope Planck permet d'analyser les fluctuations de densité et donc de température du fond diffus cosmologique. Ça permet de comprendre la quantité totale de matière dans l'univers, mais aussi de voir comment elle interagit avec l'énergie noire. On en a alors déduit que l'énergie noire composait près de 70% de l'univers. Le reste, c'est de la matière ordinaire, donc les planètes, les étoiles, les galaxies. Sauf que cette matière ne compose que 5% de l'univers. Il y a 25 autres pourcents de matière mystérieuse, dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est la matière noire. Il existe une autre méthode pour un peu plus comprendre la répartition de l'énergie noire dans l'univers. C'est l'étude des amas de galaxies. Ces amas de galaxies sont des regroupements de nombreuses galaxies qui interagissent grâce à la gravitation. Nous examinons les clusters de galaxies pour essayer de voir leur distribution, leur masse et leur brillance en fonction des distances. L'énergie noire ne peut pas se voir. Okay, donc on ne peut seulement, c'est une sorte de, on voit des traceurs. On imagine les galaxies comme un traceur, si tu veux. En regardant les choses qui sont très profondes, en fait, c'est comme si tu revenais dans le passé, d'accord? Et quand on revient dans le passé, on voit qu'il y a beaucoup de galaxies. Une fois que imagine que tu as cette carte avec toutes ces galaxies, tu vas regarder comment elles sont distribuées et comment leur taille, leur forme change. Parce qu'il y a des phénomènes gravitationnels, si tu veux. On s'attend à ce qu'il y ait des élongations, il y a des changements de forme. Et donc, en utilisant des analyses statistiques, tu vas pouvoir recréer ces variations. Et avec ça, ça va nous permettre de voir comment c'est distribué. Ils contiennent à la fois de la matière ordinaire et une grande quantité de matière noire. Imaginons que nous voulons observer une galaxie lointaine, mais qu'un amas de galaxies se trouve entre cette galaxie. À première vue, on pourrait penser que notre vue est complètement bloquée, et que nous ne pourrions pas voir la galaxie. Mais la masse de l'amas de galaxies déforme la courbure de l'espace-temps autour de lui. Ça signifie que la lumière de la galaxie lointaine ne suit pas un chemin direct, mais elle est déviée autour de l'amas. Ce phénomène est appelé lentille gravitationnelle. Cette lentille nous permet donc d'observer la galaxie derrière l'amas. Mais par contre, l'image que nous obtenons est totalement déformée. En analysant cette déformation de la lumière, on peut en déduire comment est répartie la masse dans l'amas. Mais alors, comment est-ce que cela aide à comprendre l'énergie noire? Eh bien, en connaissant la quantité de matière présente dans l'amas, que ce soit matière ordinaire ou matière noire, on peut mieux appréhender comment cette matière interagit avec l'énergie noire. L'énergie noire est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc si nous savons combien de matière il y a dans un amas, nous pouvons utiliser ces données pour ajuster nos modèles cosmologiques
et comprendre comment l'énergie noire influe sur l'expansion. Par exemple, si les observations montrent que les amas de galaxies contiennent plus de matière noire que prévu, ça pourrait signifier que l'énergie noire joue un rôle encore plus important dans l'accélération de l'univers. Pour comprendre tout ça un peu mieux, je suis parti au Chili voir le télescope Blanco et sa caméra DECAM à l'observatoire de Cerro Tololo. Et cette caméra a été spécifiquement conçue pour le Dark Energy Survey. Les observations pour le projet Dark Energy Survey ont commencé en 2012 et ont continué jusqu'en 2019. C'était un projet pour la DICAM et il y avait deux objectifs. Le premier était l'observation des supernovas, très lointaines et dans une certaine zone du ciel. Donc, chaque nuit ou chaque quelques nuits que l'on observait, ces quelques zones, qui étaient 8 au total, allaient être observées pour essayer de trouver des supernovas. L'autre objectif était l'observation des galaxies sur une surface de plus de 5000 degrés carrés du ciel austral. Je me trouve actuellement à l'observatoire de Cerro Tololo où se trouve derrière moi le télescope Blanco qui a un diamètre de 4 mètres. Donc le miroir ici fait 4 mètres et il se trouve sur le télescope la DECAM, ce qui a permis d'analyser l'énergie noire à partir de 2012. Alors c'est l'une des meilleures caméras au monde, elle a 520 mégapixels et son rôle c'était de cartographier le ciel pour analyser la répartition des galaxies et comprendre la répartition de l'énergie noire dans l'univers. Alors en comparaison, la caméra qui me filme actuellement a 21 millions de pixels. Donc vous voyez que 520 millions de pixels, c'est énorme. L'instrument, aujourd'hui comme la DICAM, possède 62 CCD et a un plan focal très large. Cet instrument a été construit au début des années 1990 et avait un seul CCD de 2K par 2K, ce qui était, nous pensions, extrêmement large à l'époque. Donc cet instrument a été placé sur un télescope de 4 mètres. C'est un grand télescope. Et c'est l'instrument qui a été utilisé pour rechercher les supernovas. On a détecté des supernovas suffisamment lumineuses pour montrer qu'il y avait quelque chose de nouveau, qui était l'énergie sombre. L'objectif principal de la DECAM était de cartographier une large portion du ciel pour étudier la distribution des galaxies. Autrement dit, comment sont réparties les galaxies dans l'univers. Grâce à sa haute résolution, la DECAM peut capturer des images incroyablement détaillées d'innombrables galaxies et de supernovas. Grâce à cette caméra et à ce télescope qui se trouve derrière moi, on a pu détecter énormément de nouvelles galaxies, énormément d'astéroïdes et de nouvelles étoiles, même une étoile primordiale dans notre galaxie qui se situait à 100 années-lumière d'ici. En analysant la lumière émise par ces objets, on peut déterminer la distance à laquelle ils se trouvent de nous. Et on peut aussi voir à quelle vitesse ils s'éloignent de nous. Ça nous donne des indices sur la vitesse de l'expansion de l'univers, ce qui est crucial pour comprendre l'énergie noire. Alors si le télescope Blanco se trouve ici, c'est parce que nous sommes à 80 km à l'est de la Serena. En plus de ça, on est à 2200 mètres d'altitude, donc c'est une zone où la pollution lumineuse est très rare, elle n'existe vraiment pas. Oh, la vue est magnifique. Oh là là. Yeah. So what you see there is the ocean. We're looking towards the ocean there, okay. west there, the Pacific Ocean there. And the Andes are... We are in the Andes. We are in the Andes. Okay. Yes. Waouh. Les gars, la vue est incroyable. On est si haut. Donc là on est à 35 mètres de haut et on a le dôme tout en haut, on est presque à 50 mètres de haut au total. Surtout qu'en plus on est à 2200 mètres d'altitude, donc on voit toutes les montagnes derrière. Là où nous sommes à Cerro Tololo, c'est l'un des meilleurs endroits parmi les autres observatoires. Être en altitude et être loin de la pollution lumineuse, c'est les plus gros atouts qui sont extrêmement importants pour pouvoir avoir le ciel le plus pur possible en fait. Parce que c'est là où la pollution atmosphérique n'existe pas vraiment, là où il n'y a pas de pollution lumineuse et là où l'atmosphère est la moins gênante entre guillemets. Tololo has a great weather. Yeah, it's always like this today. Okay. Sometimes a little colder, but it's not very high winds, a very good weather. ¿Y cuáles son los objetos muy lejos
que podíamos ver con la cámara de cam? Yo diría que cerca del Big Bang. Là, on est sur le dôme, on est en rotation, donc le sol ne bouge pas. Par contre, le dôme, il bouge. C'est incroyable. The whole structure of the telescope moves. Yeah. Donc il y a tout qui bouge. Ah bah voilà. Regardez, on voit le... Donc ce sol bouge, tout bouge en fait. Là, nous, on a arrêté de bouger pendant que le cercle autour bouge et le télescope peut bouger comme ça. Ça lui permet du coup de se diriger dans toutes les directions du ciel et prendre des photos dans chaque direction. De loin, quand on est arrivé à l'observatoire, on ne s'imaginait pas que c'était aussi grand. Mais là, le dôme est gigantesque. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Le dôme est gigantesque. C'est incroyable. On a l'impression que tout le bâtiment bouge autour de nous. Regardez par exemple, je regarde ma montre et hop, l'univers vient de s'étendre de 1400 km à 65 millions d'années-lumière d'ici. Et là, encore une seconde, il vient de s'étendre encore de 1400 km. Par contre, à 1 milliard d'années-lumière d'ici, l'univers vient de s'étendre de 21 420 km. Et là encore, 21 420 km. Vous voyez à quel point c'est incroyable. Et je m'amuse souvent à faire ça avec ma montre en me disant toutes les secondes, il y a l'univers qui vient de s'étendre. D'ailleurs, il faut que je vous la présente un peu. Déjà, elle est inspirée des missions Apollo. Donc vous voyez toutes les dates des missions lunaires. Alors en blanc, on a les missions de survol. Et on a en or les missions qui ont atterri sur la Lune. Et surtout, il y a de la poussière de météorites lunaires à l'intérieur, de la météorite NWA 115-15 qui a été certifiée et authentifiée. C'est un morceau de météorite qu'on a découvert en Afrique du Nord-Ouest en 2017. Mais cette caméra et ce télescope va bientôt être concurrencés par un nouveau projet qui s'appelle Rubin. C'est un projet incroyable avec un télescope de 8 mètres de diamètre et une caméra encore plus puissante qui va nous permettre d'analyser l'énergie noire dans l'univers et peut-être nous permettre de faire d'énormes découvertes. That one is Rubin. Ah ok. Un autre télescope, encore plus exceptionnel et historique au monde, est actuellement en construction. Une de ses caractéristiques impressionnantes est sa capacité à capturer de vastes portions du ciel en un temps record. Ça signifie qu'il pourra surveiller des objets transitoires comme des supernovas avec une grande rapidité. Ce sera le télescope le plus rapide au monde. On parle là du télescope Vera Rubin. C'est le télescope qui va le plus vite au monde pour l'astronomie de cette taille. Donc ce qu'il va faire, c'est une machine qui n'arrête pas de bouger. Donc on est là, tchac, on bouge, et on bouge très vite. On avait regardé, on va faire à peu près plus de 200 000 changements de champ par an. C'est une différente forme d'astronomie. On ne va pas suivre un champ pendant des heures, on fait une image et on change. Mais pourquoi est-ce si important pour notre compréhension de l'énergie noire ? En observant ces objets en temps réel, le télescope Vera Rubin va nous fournir des données précieuses sur l'évolution de l'univers. Rubin est un instrument ou un télescope unique au monde. Il n'y a pas d'autres télescopes similaires. Il n'y a jamais eu jusqu'à présent de télescope de la taille de Rubin, donc qui fait, généralement on utilise la taille du miroir primaire, qui fait 8,4 mètres de diamètre. Je veux dire, c'est le diamètre le plus grand qui est actuellement en construction pour faire ce genre de cartographie du ciel. Mais en même temps que ça, on a aussi la plus grande caméra en taille de pixels, la plus grande caméra jamais construite pour l'astronomie. On a 3,2 milliards de pixels. Ces données vont aider les astronomes à tester les modèles théoriques sur l'énergie noire. Concrètement, ils pourront comparer leurs prédictions sur la façon dont l'énergie noire influence l'expansion de l'univers avec les données réelles qu'ils observent. L'objet de Rubin, c'est de continuer à faire de la cartographie sans s'arrêter. D'accord ? Toutes les 15 secondes, il y a une image très large. Et c'est un peu ça c'est comme ça qu'on va voir l'énergie noire. Puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est distribué a priori dans tout l'univers. Mais on ne sait pas. Personne n'a jamais mesuré ça. C'est un peu ce qu'on va faire. Avec des magnitudes très, très basses. Pour avoir un signal très fort, on va pouvoir accumuler toutes ces données. Par exemple, si les modèles prédisent une certaine vitesse d'expansion, mais que les observations montrent quelque chose de différent, ça pourra signifier qu'il faut réévaluer nos théories sur l'énergie noire. Rubin a, je dirais, 5 programmes en parallèle. L'énergie noire, c'est celui sur le plus long terme. C'est seulement l'accumulation sur 10 ans qui va nous permettre d'arriver dans les précisions qu'on cherche. Alors, on fait quoi maintenant ? Eh bien, on attend les premières observations du télescope Vera Rubin et le travail de nombreux scientifiques à travers le monde. Les ondes gravitationnelles, qui sont l'avenir de l'étude astronomique, pourront aussi nous apporter beaucoup de réponses à l'avenir. Ces ondes sont des vibrations dans l'espace-temps, provoquées par des événements cosmiques extrêmes, comme la fusion de trous noirs. Quand ces événements se produisent, ils envoient des ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'univers et qu'on peut détecter ici sur Terre. Si l'énergie noire joue un rôle majeur dans l'accélération de l'expansion de l'univers, ça pourrait affecter la propagation des ondes gravitationnelles. Et en détectant les déviations ou anomalies dans les ondes gravitationnelles, on pourrait obtenir des indices sur la manière dont l'énergie noire influence ces phénomènes. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les ondes gravitationnelles,
Eh bien, je vous demanderai d'attendre 2 petites semaines, puisque je suis parti visiter le détecteur Virgo en Italie pour faire un documentaire sur le sujet. Et il sera en ligne le 2 novembre. Finalement, l'énergie noire reste l'un des plus grands mystères de l'univers. On ne peut ni la voir ni la toucher, mais on sait qu'elle représente près de 70% de notre univers. On sait aussi qu'elle joue un rôle crucial dans son expansion et donc dans son évolution. Malgré des découvertes majeures, nous sommes encore loin de comprendre pleinement l'univers. Certains scientifiques pensent que l'énergie noire pourrait être le signe de phénomènes liés par exemple à des dimensions supplémentaires, ou à une attraction entre la gravité et la mécanique quantique. Si ces idées étaient confirmées, ça changerait complètement notre façon de voir l'espace-temps et la matière. Nous découvrirons peut-être une nouvelle force fondamentale ou une nouvelle particule qui pourrait être à l'origine de l'énergie noire. Mais alors arrivera-t-on un jour à comprendre ce qu'est cette énergie? Remettra-t-elle en cause nos connaissances sur l'univers? C'est la grande question. Merci à Colin MacArthur de nous avoir accompagnés sur ce projet-là. Merci à l'Observatoire de Cerro Tololo pour leur accueil. C'était Zebrolos. Bye.